Salut à tous et à toutes, c'est Guy de l'équipe Dynamic Sport et comme tu peux voir au titre de la vidéo, on va parler du FC Barcelone aujourd'hui, en tout cas de la mauvaise passe que traverse le Barça. Du coup, si jamais le contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et tout ce que je peux dire, lançons la vidéo, c'est parti. Alors bon, clairement dans cette vidéo déjà, pour commencer, on va pas parler du Barça en Liga. En Liga, tout se passe bien, ils sont actuellement co-leader avec le Real Madrid. Le Classico va jouer tout à l'heure, histoire de les départager. Non, là, ce dont on va parler, c'est vraiment le Barça en Ligue des Champions, car c'est là où il y a pas mal de choses à dire. Et ça va commencer avec une petite recontextualisation de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. C'est parti. Début fracassant pour le Barça contre Pilsen, victoire 5-1 avec notamment un triplé de Lewandowski qui avait bien démarré sa campagne de Ligue des Champions. Xavi qui, malgré les buts marqués, voulait que son équipe soit encore plus tueuse, et un gros pressing du Barça et un Ousmane Dembélé masterclass ont permis au Barça de facilement s'imposer contre Pilsen. On va pas s'éterniser sur ce match-là, passons au match suivant, défaite contre le Bayern à l'Allianz Arena, où on a pu voir un Barça qui était bien supérieur au Bayern. Il dominait par la possession et le pressing. Ça a parvenu à faire déjouer le Bayern, mais manque de bol, le Barça a manqué de réalisme. Je me rappelle notamment de 3 occasions, dont un tir de Rafinha au bout de 15 secondes qui devait finir au bout, preuve que le Barça pressait bien et était supérieur. Malheureusement, le Bayern au retour de la pause tue le Barça en seulement 3 minutes grâce à un corner marqué de la tête par Lucas Hernandez, où au passage Ter Stegen fait une sortie complètement dégueulasse. Suite à ça, Leroy Sané marque seulement 3 minutes plus tard en perçant la défense du Barça. Suite à ça, le Barça pressait moins bien, il y a eu beaucoup de pertes de balles et grosse perte de morale, et le Bayern s'impose logiquement. Cette première défaite, en tout cas, elle a conditionné le groupe, car à ce moment-là, le Bayern avait déjà battu l'Inter, et après cette nouvelle victoire contre le Barça, on se disait bien que la première place allait leur revenir. Après ça, le Barça enchaîne avec une nouvelle défaite, cette fois-ci sur la pelouse de l'Inter. Le Barça avait une mauvaise animation offensive et l'Inter répondait avec une très bonne animation défensive en face. Je m'explique. Dembélé a beaucoup été responsabilisé sur son côté, car l'Inter a bien bloqué l'axe du terrain, ce qui a payé car Ousmane depuis son côté a beaucoup trop pêché, notamment avec des mauvais choix. Le Barça se prend ensuite un but sur une frappe lointaine à rater de Çalhanoğlu qui avait complètement le temps d'armer sa frappe. Sur la fin du match, il y a clairement main de Dumfries, mais l'arbitre n'est pas allé voir la barre, et ça je suis désolé de le souligner, mais c'est un facteur qui change complètement le destin de ce groupe. Bien sûr, le Barça ne doit pas du tout se cacher derrière ça, mais cette erreur aurait pu changer la rencontre, et du coup ça aurait pu mettre le Barça dans une autre position que celle où elle se retrouve actuellement. Ensuite vient le dernier match de Ligue des Champions à ce jour pour le Barça, peut-être le dernier en jeu car les Catalans ont accroché le nul, mais on peut peut-être dire au revoir à la qualification, en tout cas à 99%. Xavi a innové sur ce match, on voyait plus un 3-3-2-2, même si sur la feuille de match c'était bien un 4-3-3 habituel. Était-ce le bon moment pour le faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas car ce système a fait ouvrir le score au Barça, mais ils se font ensuite égaliser puis devancer à cause de la défense centrale. Tu as d'abord piqué sur le but de Barella qui montre qu'il est complètement finito. Un défenseur qui était fort auparavant pour son intelligence et sa lecture de jeu se place de façon aléatoire et demande à ses coéquipiers de ne pas défendre, ce qui amène le but de Barella car Piqué pensait que le ballon arriverait sur Ter Stegen. Piqué donne ainsi la qualif à l'Inter de par son erreur, mais aussi de par sa lenteur, son placement, et en plus il a failli mettre un CSC, rien que ça. Eric Garcia, l'autre défenseur central, a lui eu un placement catastrophique sur le but du 2-1 de Lautaro. Don't move, Blackman! Don't move! C'est dommage car son début de saison n'était pas du tout mauvais. Mais heureusement, après ça, tu as un super Lewandowski qui te sauve du désastre en claquant un doublé qui te fait garder un tout petit espoir de qualification. Mais genre très petit quoi. Et à présent tu te retrouves dans une situation où tu dépends de Pilsen pour ton avenir européen, car l'Inter compte 7 points et toi 4 à 2 matchs de la fin. Je ne sais pas si on se rend compte, mais avant le match aller contre le Barça, Inzaghi était à 2 doigts du licenciement. Vraiment le foot va beaucoup trop vite. Et si on parlait trop vite ? Et si le Barça arrivait à inverser la tendance? Après tout, le foot c'est pas une science exacte, rien n'est prédéfini à l'avance. Du coup, pourquoi pas un miracle? Pourquoi pas espérer? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'Inter est bien connu pour choc dans les derniers moments. Faut demander aux supporters de l'AC Milan, ils sauront de quoi je parle. Rien n'est vraiment mort pour le Barça. Pour ça, il suffit juste de prendre 6 points. D'autant que t'affrontes Pilsen, l'équipe la plus faible du groupe, et juste avant, t'affrontes le Bayern. Ouais. Tout l'Europa League, en vrai, c'est pas une compétition qui est si mauvaise que ça. Hein. Avec l'apparition de la C4, c'est une compétition qui a un niveau beaucoup plus relevé. Les équipes de fou qui la jouent maintenant. Regarde Arsenal, United, bientôt la Juve. Ça promet l'Europa cette saison. Rien qu'à voir le vainqueur de la dernière édition, je suis sûr que c'est un grand... Dans une vidéo de 18 minutes, Aboubacar al-Baghdadi s'adresse à ses combattants. L'enregistrement relayé hier par l'organe de propagande de l'État islamique montre son chef, Kalachnikov à ses côtés, promettant de venger ses membres tués au combat. On ne crée plus que Ronaldo élimine le Barça en Europa League et tu perds définitivement le supporter du Barça, c'est même sûr. Maintenant qu'une recontextualisation a été faite, maintenant il faut parler du vrai problème du Barça.
enfin des problèmes du Barça. Ça, j'aimerais bien distinguer deux types de problèmes. T'as les problèmes dans la forme et les problèmes dans le fond. Et ceux dans le fond sont bien plus importants et on va les aborder tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par les problèmes dans la forme du Barça. Grossièrement, bah déjà, le premier truc qu'a tué le Barça en Ligue des Champions cette saison dans la forme, bah c'est le manque de réalisme en Ligue des Champions. Bah ça paye cash, c'est la compétition où ça paye le plus. Chose qu'assez folle à dire, mais je trouve que même le match contre Pilsen où tu gagnes en mettant 5 buts, bah là aussi je trouve que le Barça aurait pu en mettre plus. Du coup, je comprends un peu la réaction de Xavi, enfin la réaction qu'il avait depuis son banc de touche. C'est vrai que le Barça aurait pu mettre plus de buts. Après voilà, c'est une victoire en mettant 5 buts, on va pas s'en plaindre. Et clairement des matchs tu aurais pu faire mieux, notamment contre le Bayern. Donc voilà. Toujours dans la forme, on peut pas négliger l'impact qu'ont eu les blessures cette saison. Déjà on peut dire ce qu'on veut sur Piqué, notamment sur le match retour contre l'Inter, il ne devait jamais être titulaire. S'il l'est, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de blessures. Tu perds 3 éléments majeurs dans le même secteur. La défense centrale, Araujo, Christensen et Jules Koundé. C'est 3 joueurs que tu t'attendais, que tu as acheté, en tout cas, ou que tu t'attendais pour Araujo à voir dans ces grands rendez-vous. Au final, bah, ils sont pas disponibles, donc tu te retrouves avec une défense où tu mets Piqué qui, lui, était finalement condamné au banc. Malgré tout ça, Piqué, avec l'expérience qu'il a, c'était interdit pour lui de commettre un tel match, enfin de nous pondre une telle bouse sur le terrain contre l'Inter, parce qu'aujourd'hui, si t'es éliminé, c'est grandement par sa faute sur le match retour. Et voilà, juste pour justifier cette probable élimination, au vu du mercato fantastique qui a été réalisé par le FC Barcelone. Tout n'est pas à jeter, mais voilà, les blessures, ça joue beaucoup. Et j'ai pas envie d'ouvrir un autre débat, mais il faudra parler de ces trêves internationales qui n'apportent pas grand chose. Bref, je veux pas m'emporter parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, c'est aussi à prendre en compte les blessures très importantes dans la forme. Maintenant, on va passer au problème de fond, et là, il y a pas mal de choses à ressortir. On va arriver à une partie de la vidéo qui va t'intéresser, car on va taper sur les briscards du Barça. Du coup, juste avant de continuer, bah, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Bah, c'est le petit instant promo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, bah, je te laisse faire tout ça. Je te laisse 3 secondes. Ok, c'est bon, on peut reprendre la vidéo. Quand je parlais des 4, je vais bien évidemment parler des 4 fantastiques qui sont là, eux, depuis la victoire en Ligue des Champions en 2015. Je parle notamment de Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué et Busquets, qui sont encore au club à l'heure actuelle. Je vais déjà commencer par le menu fretin, c'est-à-dire Sergio Roberto et Ter Stegen. Eux, c'est les deux sur qui j'ai pas vraiment grand chose de négatif à dire. En tout cas, pas là pour l'instant sur ce début de saison. D'autant que pour le premier, son cas a déjà plus ou moins été réglé. C'est un joueur qui n'était plus vraiment amené à être titulaire, que sur le couloir droit, t'as Koundé qui peut jouer à droite, t'as Araujo qui peut dépanner, mais t'as surtout l'arrivée d'Hector Bellerin. Et je trouve que le fait d'être un super sub, bah ça lui va bien. Franchement, Sergio Roberto, sur son début de saison, j'ai pas vraiment de mauvaises choses à dire. C'est pas non plus le joueur le plus rayonnant, parce que certes, il peut faire des meilleurs matchs, je pense au match aller contre l'Inter, mais globalement, des 4, enfin, il fait partie des 2 qui s'en sortent le mieux. Voilà. Et pour le coup, bah, depuis sa prolongation qui a été beaucoup contestée, je trouve qu'il apporte pas mal. Il est très intéressant sur ce début de saison. Pour Marc-André Ter Stegen, lui, par contre, je trouve que c'est différent. Contrairement à un joueur qui apporte, je trouve que lui, pour l'instant, le début de saison, c'est vraiment un taulier du Barça. Match retour contre l'Inter, j'ai rien à dire, il parle pour lui. C'est vraiment un taulier. Et je trouve que ça fait énormément de bien à voir, ça va être totalement en contraste avec l'image qu'il a envoyée la saison dernière. La saison dernière, en fait, dès que tu avais une frappe cadrée, bah, ça faisait tout simplement but. Mais voilà, je ne retire pas le fait qu'il fait un début de saison énorme et que bah, c'est vraiment pour le coup un vrai taulier dans cet effectif. Et lui, pour le coup, c'est un cadre qui sert encore par rapport aux autres. Il n'est pas envoyé à être sur le banc ou bah, à quitter le club pour le bien du Barça, quoi. Si vous voulez réagir à ce que je vais dire, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Voilà, c'est toujours bon de faire de la promo, maintenant on peut continuer. Parce que là, il est temps de passer au plat de résistance. Le mec qui dit ça comme un truc de fer, qu'on va juste parler de Busquets et Piqué. Piqué, je vais pas trop m'attarder sur lui parce que voilà, on a déjà parlé de lui quand j'ai fait justement le retour sur le match contre l'Inter, en tout cas au retour. Et j'ai expliqué tout ce qu'il avait de mauvais, genre que même pas un titulaire, c'est un joueur qui était amené à plus jouer. Donc globalement, sur Piqué, je crois que j'ai dit l'essentiel, il n'y a pas besoin de trop détailler. Yo, avant de vous dire ce que je pense de Sergio Busquets, j'ai d'abord posé la question à un ami à moi. Écoutez sa réponse, vous allez voir, c'est super marrant et super captivant. Un milieu défensif qui ne défend pas, un milieu défensif qui est tout le temps à la ramasse défensivement. Et ça c'est le cas depuis je sais pas combien d'années. Ça fait depuis que tu regardes toutes les éliminations du Barça, il est dedans. Toutes les éliminations du Barça, il est dedans. Chaque fois qu'on prend 40 000 buts, le milieu défensif, s'il s'appelle Sergio Busquets. Comment tu peux expliquer à un moment donné que tout le temps le mec dans ton putain si je peux pas frère. Regarde l'action, Zarma les mecs qui disent oui mais il était en train de faire le pressing, mes couilles, il lançait un pressing. Déjà mate la gueule du pressing, ça c'est un truc. Voilà, ça rend ouf ma gueule. Pressing en trottinant, tu regardes l'action, tu me dis oui il lance un pressing en trottinant, même le lancement du pressing il pue ça. Son pressing de merde, il sert à rien. Il fait un pressing, mais il met personne en difficulté. Le mec, il est à 20 mm du mec qui presse, il trottine. Le mec, il a tout le temps de faire sa passe. Bref, du coup, il est pas à son poste. Du coup, Sané, il est au milieu de terrain, il fait ce qu'il veut. Après, ouais, puis il y a d'autres mecs qui auraient pu casser Sané.
sur l'action. Mais voilà, comme d'hab, le milieu défensif, il est pas là, frère. C'est lui, il a 47 ans, mais il est sur le but de Çalhanoğlu. Il est où, Busquets? Encore une fois, il est où ce mec? Où est la pression de notre numéro 6? Où est ce mec? Bref, c'est pas grave. Et oui, je sais que sur le but, il est un peu là, mais frère, il a toujours trop d'espace, ma gueule. Il met tout le temps mi-pompe à démarrer. Au lieu de monter dessus comme un mort de faim, il monte dessus comme un cadavre, parce que c'est stylé, c'est un cadavre, ce mec. C'est un zombie qui a été réanimé par Gecko Moria. Je suis débordé, frère. Retire des insultes à peu près ce que je pense de Sergio Busquets. Moi, personnellement, ça me fait pas mal de peine de voir un garçon comme De Jong à côté qui tire le vent. Globalement, tu vois, tu passes d'un des meilleurs joueurs du Barça, en tout cas selon moi, un joueur comme ça qui est relégué sur le banc par Xavi, ça me fait énormément. Je suis même sûr, enfin, on l'a même vu au retour contre l'Inter, c'est un joueur qui peut vraiment plus t'apporter que Busquets. Aujourd'hui, les gars, je sais pas ce qu'un Busquets peut te ramener qu'un De Jong ne peut pas te ramener. Genre, c'est quoi les pertes de balles qui mènent à un but, le retard sur les offensives adverses, ou quoi l'affection démesurée du coach. Enfin, je sais pas. Et les gars, vous pouvez me dire que sur les deux matchs contre l'Inter, il récupère pas mal de ballons. Mais les moments où il récupère les ballons, c'est pas parce que c'est un beau récupérateur, c'est juste parce que les Interis jouent dans leur 6 mètres. Et là, c'est peut-être de la mauvaise foi, les gars, mais c'est mon avis. Les Interis n'arrivent pas à sortir, ils restent cloisonnés dans leur 6 mètres, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Et non pas parce que Busquets est un bon récupérateur, c'est tout. Et me dire qu'au retour, il cède sa place à De Jong, bah ouais, évident, il est coupable sur le but du 2-1. À ce moment-là, l'Inter vient de repasser devant le Barça, De Jong rentre. Et excusez-moi de dire, mais l'entrée de De Jong est une insulte pour Xavi. Clairement, tu passes en 63 minutes à un milieu qui est quasiment mort, à un milieu qui est dynamique, tranchant et qui est très intéressant balle au pied. Enfin, c'est totalement différent. Tu passes du jour et la nuit. Et franchement, je répète encore une fois, qu'est-ce que Busquets a que De Jong n'a pas? C'est ça que je veux dire. Mais bon, en tirant sur les cadres, on remarque qu'il y a un point qui va pas, enfin en tirant notamment sur Busquets parce que c'est le seul qui est encore titulaire. Un truc qui va pas et qui peut faire débat, je pense, dans la commune catalane, c'est le coaching de Xavi. Et justement, on va en parler de suite. Alors, bien évidemment, le coaching de Xavi, notamment sur les deux matchs contre l'Inter, peut laisser place à des doutes. Et je tiens, avant de démarrer, à préciser que c'est pas pour ça que tu dois t'en débarrasser. Xavi est venu pour redresser le Barça sur le long terme. Il est venu pour mettre une patte sur ce Barça. Et c'est encore un jeune entraîneur, c'est-à-dire qu'il apprend, et tous les échecs qu'il est en train de consolider maintenant, il est en train de les apprendre pour pouvoir faire mieux après. C'est encore un jeune entraîneur, les gars, faut pas abuser. Quand je vois que des gens veulent déjà le faire partir par rapport à son coaching sur la double confrontation, notamment contre l'Inter. On a déjà parlé des cadres, voilà. Et il y a aussi un autre joueur où, par exemple, je sais que c'est vraiment Xavi qui veut le voir là, mais par exemple, un joueur comme Gavi, vous venez l'obligation de le titulariser pour le match retour. Enfin, je m'explique, en association avec Pedri face à un bloc bas comme l'Inter, selon moi en tout cas, était inutile. Tu te devais de retirer Gavi, en tout cas pour mettre un milieu qui se projetait, comme pouvait le faire un Kessé ou un De Jong, ou un joueur offensif mais un peu plus axial. Parce qu'honnêtement, faire tourner la balle face à un bloc bas, c'est inutile. T'avais besoin de milieux qui se projetaient, pour ça Gavi n'était pas le bon choix. Si même nous l'avons vu, je ne sais pas pourquoi Xavi, lui, ne l'a pas vu. Donc voilà, déjà juste par rapport à Gavi, voilà, je pense que le faire jouer le match retour, c'était pas vraiment ce qu'il fallait, vu que tu avais, comme j'ai dit, voilà, besoin d'un milieu qui permettait de faire déjouer le bloc bas de l'Inter en se projetant, mais aussi pour aider Robert Lewandowski. Au match aller, on le voit un peu moins, mais au match retour, on le voit beaucoup. Il se retrouve seul dans la surface de l'Inter. Il est seul, il se prend tous les coups, il a pas mal de duels à gérer. Et justement, l'apport d'un milieu statique qui fait que se passer la balle, pour Lewandowski, malheureusement, ça servait à rien. En tout cas, tu vois que Gavi est remplacé par Ferran Torres, qui te permet d'avoir ce joueur dans l'axe qui épaule Lewandowski. Et c'est pas pour rien qu'après l'entrée de Ferran Torres, Lewandowski claque d'ailleurs un doublé. Enfin, non, il me semble que tu as un but avant et un but après. Mais c'est pas pour rien. Par rapport au match retour contre l'Inter, voilà, on a vu qu'il a compris et donc finalement Gavi est sorti, mais voilà. Tout cet exemple avec Gavi, c'est tout simplement pour dire que Xavi n'a pas à titulariser forcément les joueurs selon ses préférences personnelles, parce qu'on sait qu'il a quelque chose avec Gavi. Gavi, c'est son petit, c'est son poulain, c'est la poule aux œufs d'or, et ça on le sait, on le voit. C'est pour ça qu'il a un meilleur traitement que des joueurs comme De Jong ou comme Kessié, mais voilà, mais juste fais jouer des joueurs qui peuvent t'apporter en fonction de l'adversaire plutôt que sur tes préférences personnelles. Enfin, je parle de Gavi, comme je pouvais parler de Busquets tout à l'heure, mais voilà, Gavi, je ne l'en veux pas, mais c'est juste que ce type d'adversaire n'était pas pour lui. Par exemple, le match contre le Bayern, moi je l'ai trouvé très bon, mais voilà, il y a des matchs juste qui sont des équipes qui proposent un jeu qui n'est pas fait forcément pour que tu alignes ce type de joueur, et puis il est encore jeune. C'est vrai qu'au Barça, voilà, la jeunesse, c'est pas trop pris en compte parce que tu fais évoluer pas mal de jeunes, mais il faut quand même se dire que le gars ne peut pas encore tout faire, et c'est normal qu'il galère encore contre l'Inter, il est encore jeune et il apprendra.
Malgré ça, Xavi reste un jeune entraîneur et je ne doute pas du tout de sa capacité à pouvoir rebondir, tout comme Gavi. Lui aussi, il apprend à ce poste-là. Et il a déjà su redresser ce Barça et franchement je pense que ça reste toujours le bon coach à avoir. Il a l'ADN Barça, ça reste le bon coach à avoir pour le long terme. Je crois encore en Xavi, en tout cas personnellement, en tant que juste un mec qui regarde du foot et qui ne supporte pas forcément le Barça. Après les Catalans, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas en commentaire, je comprends totalement. Je vous verrai tout parce que je vous rappelle que voilà, la vidéo, je parle mais avec mon propre avis et j'aimerais bien voir les vôtres en commentaire, c'est toujours plus intéressant. Pour le reste de l'effectif, sans parler du coaching forcément, c'est-à-dire des autres joueurs dont j'ai pas trop mentionné, mais je vais commencer par Ousmane Dembélé que lui par contre je trouve très bon, c'est-à-dire que c'est peut-être l'un de ton atout offensif, peut-être numéro 1, enfin avec Robert Lewandowski. Il est bon dans ce qu'il crée, dans ce qu'il fait, malheureusement dans la finition c'est pas ça. Et c'est un ailier qui marque peu en fait, et il est là le problème de Ousmane Dembélé. Et voilà la petite parenthèse sur Dembélé, c'est que tu sens que techniquement Dembélé il est au-dessus du reste quoi. Et franchement c'est... Il a cette rage de vaincre qu'il a au Barça, qu'il n'avait pas peut-être les années précédentes, enfin, peut-être l'année dernière, mais qu'il n'avait pas les années précédentes. Et franchement, ça fait plaisir et c'est pour ça que je m'attends à voir un grand Ousmane Dembélé. Rafinha, je suis un peu déçu pour l'instant, j'attends de voir, mais voilà, je suis un peu déçu. Robert Lewandowski, j'avais peur que voilà, contre les gros, justement, il y avait ce mythe avec la Bundesliga aussi. Finalement, il prouve. En tout cas, le match contre l'Inter m'a fait prouver le contraire parce qu'après le Bayern, j'étais assez déçu. Mais voilà, concernant Robert Lewandowski, je me fais pas trop de soucis. Si je dois parler peut-être de Fati et Ferran, aujourd'hui c'est des joueurs qui ont beaucoup perdu de crédit à mes yeux, honnêtement. Et j'espère juste qu'ils pourront être des bons super subs pour les incroyables joueurs que sont Dembélé et Rafinha s'ils décident de se réveiller. Là, tu dois te retrouver à jouer un Classico dans maintenant quelques heures, peut-être quelques minutes, ça dépendra de quand je sortirai la vidéo. Contre un Real Madrid qui en face est quasiment parfait. Il faut aussi un cadet en faute en Liga. Ils ont le même nombre de points que toi, mais ils se retrouvent derrière au goal average. Attention à ce Real là. Vraiment, après, j'ai pas besoin de vous le présenter en soi. Ce Real, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, t'as Benzema qui revient, t'as Vinicius, t'as même des super subs comme Rodrigo. Enfin voilà, tout ça pour dire attention. Et c'est un match qui sera très important pour le Barça, au moins en tout cas pour changer les idées suite à cette élimination. Voilà la suite que je peux préconiser en tout cas au Barça. Enfin, j'ai pas besoin pour la préconisation, mais voilà, c'est déjà gagner ce match contre le Real, ça va faire un petit bien aux supporters. Et te donner à fond en Liga, parce que si la Ligue des Champions peut paraître morte, la Liga, elle, tu peux encore la jouer et t'es bien parti, parce que honnêtement, cette saison, je vois pas d'autres équipes se mêler à la lutte entre le Barça et le Real. Et même si le Barça n'a toujours pas joué contre de véritables gros en championnat, je pense que cette équipe a de quoi faire en Liga. Donc voilà, faut pas se démoraliser. Pourquoi pas un miracle en Ligue des Champions, même si bon, j'y crois pas trop. Et la Ligue Europa, je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard pour en parler, mais... Voilà, en tout cas, déjà, focaliser sur la Liga, ça sera le plus important. Et voilà, je sais que la Porta a prévu son budget dessus, aussi peut-être sur un meilleur placement en Ligue des Champions, mais la Liga sera très importante et faire battre le Real, ce sera déjà faire passer un message. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, de toute façon, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. C'est très très important car on est encore une toute petite chaîne. Tu peux aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bon dimanche à vous, profitez. Et voilà, bonne journée à vous.